Bonjour, je suis Sylvie Verchères, mythologue, autrice, conférencière et praticienne en psychosynthèse. Cette capsule va être dédiée à la déesse Psyché. Alors, qui est Psyché? Psyché, ce terme de psyché que j'utilise très souvent à la place de inconscient et à la place de âme. Alors, elle est souvent représentée par un papillon ou par une femme avec des ailes, mais c'est aussi ce grand miroir dans lequel nous pouvons nous mirer, ce face-à-face avec nous-mêmes, ce face-à-face avec l'âme, puisque le mot psyché du grec ancien veut dire textuellement âme et souffle de vie. C'est en quelque sorte la partie féminine de l'âme humaine, de l'inconscient humain. Et alors c'est très parlant dans certains rêves, hein, dans certains deuils, de pouvoir observer. Et j'ai vu un rêve comme ça très clair, avec la partie de la personne décédée, donc sa partie physique et corporelle, qui se fondait, qui se dissolvait dans la terre, hein, c'était plus exactement dans la boue, et à ce moment-là, il y avait un papillon qui s'envolait. Donc voilà, on est vraiment face à cette notion d'âme et dans le sens de féminin. Alors le mythe qui nous parle de Psyché, c'est le mythe de Eros et Psyché. Donc nous allons tenter de voir un petit peu le schéma du mythe, le schème qui est proposé, essayer de comprendre ce que ça peut signifier sur le plan symbolique et donc sur le plan de l'inconscient. Qu'est-ce qui lui arrive à cette âme, hein, avec ses ailes de papillon? Le conte commence par Aphrodite très en colère. Donc Aphrodite, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. Et elle est très en colère parce que les humains ne vouent plus de culte à sa beauté, ils vouent un culte à la beauté plastique. Et ça ne lui convient pas du tout. Donc elle devient très méchante et elle va jeter des sorts à l'humanité et faire subir tout un tas de douleurs et de péripéties, donc en particulier à cette âme, à Psyché, qui va devoir se transformer. À cette époque-là, donc les mariages qui sont mis en place sont des mariages de convenance. Il ne s'agit plus de mariage d'amour, mais plutôt de mariage d'argent pour faire bien au sein de la société. Et donc Psyché, détenant encore une part de la beauté de l'âme, ne trouve pas de mari. Donc son père est complètement désolé et suite aux augures d'un devin, il l'attache sur un rocher où un monstre est censé venir la chercher, ce qui se passe en fin de compte. Donc elle va se retrouver dans un pays un petit peu imaginaire, hein, loin dans la psyché, psyché au loin dans la psyché, où la journée elle est dans un espace plutôt idyllique, elle cueille des fleurs, il y a du soleil, et la nuit, elle rencontre son amant, sauf qu'elle ne voit jamais le visage de son amant. Poussée par ses sœurs qui sont très curieuses, hein, qui lui disent qu'elle doit absolument voir le visage de son amant pour découvrir sa monstruosité, Psyché, une nuit, va allumer donc une lampe à huile, hein, et va découvrir la beauté de cet amant, puisqu'il s'agit du dieu Eros. Et à ce moment-là, il va y avoir de l'huile brûlante qui va blesser Eros. Eros va avoir peur, il va avoir mal, et qu'est-ce qu'il trouve à faire? Il va retourner pleurer dans les jupes de maman. Ici, on peut voir qu'il y a le jaillissement de l'amour dès que la conscience, hein, se met en place. Euh, il y a sa réalité de l'amour. Ce qui fuit, ce qui ne peut pas se mettre en place, c'est la relation. Donc nous verrons cela en détail un petit peu plus tout à l'heure. Eros donc va rester chez maman et il va subir le manque. Donc ça, c'est une notion très importante parce que c'est ce manque qui fera qu'à un moment donné, il va quitter les jupes de maman pour aller retrouver l'aimé. Et pendant ce temps-là, nous allons suivre les péripéties et les pérégrinations de Psyché. Ces pérégrinations commencent par une rencontre avec le dieu Pan, parce que Psyché est tellement désespérée qu'elle souhaite se suicider. Or, c'est le dieu Pan qui va lui dire de croire en l'amour et de continuer à vivre, de ne pas se suicider. Et puis, elle va retomber dans les pattes d'Aphrodite, hein, qui va lui imposer différentes corvées. Donc, il va y avoir 4 corvées. Nous allons les détailler, qui vont l'amener à
quelque chose qui ressemble à la mort. Donc cette âme, elle va frôler la mort suite à un travail des profondeurs. Et c'est à ce moment-là que va ressurgir Eros, que va non seulement rejaillir l'amour, mais va pouvoir se mettre en place la relation d'amour. Et suite à cette relation d'amour, le couple d'Eros et de Psyché auront une fille qui va s'appeler Volupté. Alors, nous avons intérêt à bien définir qui est Eros pour bien comprendre le sens du mythe, puisque nous avons l'habitude de dire qu'Eros est le dieu de l'amour. Or, en réalité, le dieu de l'amour, c'est une déesse, c'est Aphrodite qui est la déesse de la beauté et de l'amour. Elle est souvent accompagnée d'Eros, parfois il est son fils, parfois il est son mari, c'est selon le contexte et selon le mythe, mais Eros représente plus précisément la relation, et en particulier la relation amoureuse. Et cet Eros, il est rarement tout seul, il est souvent accompagné d'Hyméros, qui lui représente le désir, et parfois de Pothos, qui représente la passion. Si nous regardons cette image ancienne, nous pouvons voir qu'Eros il porte une espèce d'écharpe, je dirais plutôt un ruban, et que ce n'est pas du tout une chaîne, ce n'est pas des chaînes de mariage, c'est un ruban de relation d'amour, donc c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus souple. Hyméros, de son côté, porte quelque chose qui ressemble à une liane végétale, et là aussi nous avons cette symbolique de lien possible dans la douceur, hein, dans la facilité. Et le troisième larron, lui, il porte un lapin dont la symbolique est quand même suffisamment claire. Donc on peut dire que Eros peut représenter une fonction animus, c'est-à-dire masculine, mais on peut dire aussi, parce que souvent la fonction masculine, ça sera plutôt le logos plutôt que l'éros. L'éros est vraiment lié à l'anima, au féminin, à la psyché, à l'âme. Et dans ce sens, dans le mythe, il est plutôt une tentative de reconnexion avec la fonction éros du féminin, c'est-à-dire sa capacité de relation. Alors, quels sont les psychés? Non, quelles sont les corvées imposées à Psyché par Aphrodite? Donc, si nous allons voir les trois premières, qui vont un petit peu dans le même sens. La première corvée consiste à trier des graines dans des tas, et on voit bien sur l'image que les tas sont suffisamment importants pour que la charge soit très compliquée de trier les graines. Donc ici, et c'est vraiment une fonction animus, c'est cette capacité de discerner entre le bon et le mauvais grain, entre le blé et le riz, le bon grain de l'ivraie. Donc elle doit retravailler sa fonction intérieure animus. Deuxième corvée, elle doit aller chercher de la laine. Alors des fois on dit sur des brebis ou sur des moutons, et parfois on dit sur des béliers, donc ça semble plus logique que ce soit sur des béliers. Et elle va chercher cette laine à la tombée du jour, quand les béliers ne peuvent pas être agressifs ni violents, c'est-à-dire qu'ils sont apaisés et adoucis, c'est-à-dire qu'elle se reconnecte encore une fois, elle va puiser en elle, dans cette force masculine et animus, une manière de faire les choses et de les penser beaucoup plus douce et sans leur agressivité. La troisième corvée consiste à aller à la source du fleuve du Styx, et le fleuve du Styx est un des fleuves des enfers, des croyances archaïques, et en particulier c'est celui de la haine. Et là elle va à la source, elle va chercher à la source quelle est l'origine de la haine, et elle est conseillée, guidée, aidée par un aigle qui est aussi un symbole majeur masculin de discernement, de bien voir, de ne pas se tromper. C'est-à-dire qu'avec ces trois corvées, elle retravaille, elle reforme, elle transforme sa fonction animus, qui est de mieux discerner les choses. Une fois que Psyché aura appris à discerner les choses autrement, qu'elle aura transformé son mode de discernement, elle va avoir donc cette quatrième corvée qui est très importante. Aphrodite lui demande d'aller chercher sa boîte de beauté qui se trouve dans les enfers et qui sont gardées par la reine des enfers. Et elle lui conseille surtout de ne absolument pas l'ouvrir. Donc cette notion de demander aux femmes dans les mythes de ne pas ouvrir les boîtes, de ne pas ouvrir les fenêtres, de ne pas ouvrir les portes, on la retrouve très souvent, ne serait-ce qu'avec le mythe de Pandore ou ne serait-ce qu'avec le conte de Barbe Bleue. Donc nous croyons, nous prenons ça brut de pomme, c'est il ne faut pas ouvrir les portes.
Sauf que les femmes sont très curieuses et en général, elles vont les ouvrir et en réalité, elles ont tout intérêt à les ouvrir puisque si nous prenons le conte de Barbe Bleue, c'est en ouvrant la porte qu'elle découvre la réalité de son funeste mari et toutes ces femmes qui sont écorchées vives, qui sont cachées derrière. Donc c'est important qu'elle découvre cette réalité. C'est exactement la même chose pour Psyché qui va ouvrir la boîte et qu'est-ce qui sort de la boîte qui est suffisamment mortifère pour qu'elle tombe inanimée sur le sol. On a la même chose avec la déesse Éthène en Irlande où elle est dans une maison de verre, hein, elle peut regarder et ouvrir 3 fenêtres mais absolument pas la quatrième. Or c'est en ouvrant la quatrième qu'elle va pouvoir chuter dans l'inconscient, se transformer et petit à petit retrouver sa souveraineté. Il n'y a que pour Pandore que ça finit pas très bien, mais on a cette injonction d'un masculin qui dit n'ouvre pas la porte, c'est-à-dire ne regarde pas la poussière sous les tapis. Ne regarde pas l'horreur du monde, fais comme si tout était bien et tout allait bien dans le meilleur des mondes, écoute ce que je te dis. Donc Psyché, elle n'écoute pas cette injonction-là, elle ouvre la boîte et ce qu'il y a dans la boîte la fait tomber inanimée, c'est-à-dire quasiment morte. Elle a perdu ses anciennes croyances, ses anciennes manières de fonctionner, elle a pris conscience de la réalité des choses, c'est-à-dire de tout ce qui est beau, mais aussi de tout ce qui est très moche dans la fameuse boîte. Alors, alors ce n'est qu'une fois que Psyché est morte à elle-même, c'est-à-dire que ses schémas intérieurs ont complètement changé, qu'elle s'est métamorphosée, que Eros, de son côté, revient. Il a quitté les jupes de maman parce qu'il a souffert du manque. Donc lui aussi, il a subi une sorte d'initiation de quitter la mère pour épouser l'aimé. Et cette rencontre va mettre en place cette relation d'amour qui va être enfin possible puisqu'il y aura un fruit qui s'appelle volupté. Ce nom de volupté n'est absolument pas anodin. On pourrait imaginer que c'est un petit peu trop léger, hein, un petit peu pas intéressant. En réalité, si on regarde avec un peu de profondeur, la volupté, c'est l'union de l'esprit, de l'âme et de la chair. C'est le sens sacré de la relation amoureuse et de la relation sexuelle. C'est la totalité, c'est-à-dire que quand la chair amoureuse est habitée de la relation, du désir, pourquoi pas de la passion, on retrouve nos 3 dieux autour d'Aphrodite, à ce moment-là, le fruit, c'est l'expérience de la volupté, donc le fruit de cette union qui est une union sacrée qui s'appelle le fameux hierogamos. N'imaginons pas que c'est quelque chose de superficiel et de grivois, puisque dans l'Antiquité, cette union sacrée de la chair et de l'âme, de la chair et de l'esprit, c'est-à-dire du sentiment et de la chair, de l'amour spirituel et de l'amour physique, c'était quelque chose de sacré, c'était représenté sur des lieux sacrés, dans des temples, hein. Ce ne sont pas juste dans des bistrots et dans des catalogues grivois, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la profondeur et du sacré. Et donc c'est tellement important qu'on le retrouve sur les nombreux temples de l'Antiquité et à peu près partout sur le monde, dans le monde. Ici, je vous ai mis des images de conjonction, hein, des opposés. Je ne vais pas dire de conflit parce qu'on n'est justement plus dans le conflit, on est dans les épousailles. On fait ensemble, on construit ensemble, on œuvre ensemble, on ne se fond pas l'un dans l'autre hein, pour devenir un être, quelque chose quand même hermaphrodite, mais on garde ses spécificités féminin-masculin, mais par l'amour et la relation d'amour enfin possible, on va pouvoir œuvrer ensemble et du coup il va y avoir des fruits. D'où cette image de couple que l'on retrouve partout. Donc déjà il y a 2 petites images avec Eros et Psyché, mais vous avez des images que j'ai extraites donc de Sumer, des Indes, d'Égypte, de Gaule, de chez les Étrusques, etc. Donc voilà, c'était quand même la base et le noyau autour duquel tournait la majorité des croyances primitives. Alors au niveau du tirage du tarot, qu'est-ce que
peut bien vouloir dire le tirage de cette carte de Psyché. Et donc la question qui vient par évidence, ça pourrait être un questionnement sur une rencontre amoureuse. Alors au niveau des cartes, nous avons Psyché, nous avons Blood Wood, nous avons Bastet et nous avons Bone en bas. Alors ici, nous avons Psyché dans la partie qui nous représente. C'est-à-dire qu'au moment de cette rencontre amoureuse, notre partie féminine, notre âme, elle est sous forme de papillon, elle n'est pas incarnée encore, elle n'a pas vraiment conscience du besoin de la relation, elle est capable d'éprouver l'amour, mais elle n'est pas forcément capable encore de la relation, parce qu'elle n'est pas capable de bien discerner ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Rappelez-vous que dans le mythe, le mauvais discernement, c'est de ne plus sacraliser la beauté d'Aphrodite, hein, c'est-à-dire la beauté de l'amour. Hein. On sacralise la beauté plastique. Donc Psyché, elle est un peu dans cet état-là. Il y a des choses à modifier en elle. Donc là, en soi, on a la possibilité de ressentir l'amour, mais on n'est pas prêt à incarner concrètement la relation d'amour. En face, nous avons la déesse Blood Wood. Alors Blood Wood, elle est un petit peu dans le même état, voire si ce n'est pire, puisqu'elle finit, elle aussi, c'est un féminin qui est fabriqué par des hommes, c'est avec des fleurs, d'accord, mais c'est sois belle et tais-toi, hein, une fleur parmi les fleurs, mais une fleur, c'est magnifique, mais ce n'est pas un être humain, ce n'est pas une femme. Et bon, après, il y a le mythe de Blood Owen, mais elle termine donc comme une chouette toute seule, perdue au fond de la forêt, et elle se lamente. C'est-à-dire qu'elle n'est pas incarnée non plus, elle est sous forme d'oiseau, et elle est isolée, elle est seule. Elle se lamente, donc elle est triste, elle est chagrinée. L'âme n'est pas connectée, n'est pas incarnée. En haut, nous avons la déesse Bastet. Ce qui nous a amené à ce questionnement, en tout cas à cette rencontre amoureuse, hein, c'est cet élément à l'intérieur de la psyché qui est essentiellement féminin, ce besoin du féminin qui est très érotique, qui est très sensuel. C'est vraiment Bastet, cette déesse chatte. Hein, il y a cette notion de chatte. Juste un petit clin d'œil, dans nos rêves, nous croisons souvent des chats et des chattes qui symbolisent justement cet instinct, hein, ce besoin de sensualité et d'érotisme dans le féminin, hein, pas que dans les femmes, dans les hommes aussi, hein, c'est une fonction féminine. C'est ce besoin-là qui a amené à cette rencontre et à ce questionnement. En bas, nous avons Bone, qui est une déesse très puissante, qui est capable de choisir le bon père, hein, c'est-à-dire elle choisit le bon animus pour donner vie au jeune soleil qui est Angus. Ensuite, elle va se régénérer et ensuite elle va courir le long d'une rivière. Elle va créer cette rivière en courant, en utilisant à la fois sa partie consciente et en utilisant aussi sa partie inconsciente. Donc là, la réponse est très positive, c'est-à-dire que dans l'horizontalité, dans l'instant présent, on a une psyché, un amour qui n'est pas incarné. Enfin, l'amour est là, mais la relation n'est pas là. La relation intérieure face à l'amour n'est pas là. La demande est explicite par rapport à cet érotisme, à cette sensualité et donc à cette volupté, quelque part. Et la réponse, c'est que ça va être mis en œuvre. Parce que Bone, elle met en œuvre, elle crée la rivière, la vie qui suit son cours, le flux de la vie, hein, avec toute cette notion de l'eau qui court, qui est vraiment très liée au féminin. Alors, quelle est la carte du milieu? Ici, nous avons Cybèle. Cybèle, c'est aussi une très grande déesse, très archaïque, qui possède, elle encore, toutes ses fonctions. Elle n'a pas du tout été amputée, elle est tout, elle est créatrice, elle est magicienne, elle est à la fois mère, elle est conseillère, elle est très très puissante, donc on la voit ici avec son lion. Elle est aussi souvent représentée sous forme d'une pierre noire, le béthyle. Donc il y a ici, au milieu de ce jeu des énergies en place, cette puissance de la déesse créatrice qui crée le monde, qui dirige le monde et qui a toutes les puissances possibles qui vont amener donc à Bone et la possibilité de créer cette rivière. Donc le jeu est très positif dans sa lise, hein, mais on va passer par des épreuves, des prises de conscience à faire parce que ça demande à sortir du bois, à ne plus se lamenter dans le bois, à ne plus volter comme un papillon, mais donc à s'incarner. Et ici, c'est tout à fait possible.
Donc voilà, nous avons survolé, Psyché, le mythe d'Éros et de Psyché. J'espère que ça vous donne quelques clés, quelques indications sur, comment percevoir cette déesse et ce dieu aussi, comment aussi utiliser la carte de Psyché. Ce mythe est important, il est considéré par, Hillman comme un des mythes les plus importants en ce qui concerne les archétypes du masculin et du féminin, et je suis assez d'accord avec lui parce que le mythe est très détaillé, il nous donne vraiment beaucoup d'indications. Il y aurait encore une fois beaucoup de choses à dire, donc pourquoi pas dans d'autres capsules, dans des écrits, dans des conférences, etc. Et en attendant de vous retrouver pour d'autres déesses ou d'autres thématiques, ben, je vous dis à bientôt.